je fais 90 kilos et je t'emmerde. Qui va vivre fort jusqu'au bout, c'est-à-dire moins loin que les autres parce que trop fort. Dire des conneries et faire de l'humour, ça nous sauve aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sous-Sol. Aujourd'hui, on reçoit Renaud Rutten, certainement le meilleur raconteur de blagues de Belgique, mais pas que. Il a tourné dans plus de 50 films et c'est ça qu'on aborde dans le Sous-Sol. On a parlé d'anecdotes de tournage, on a parlé de spectacles, on a parlé de la vie avant qu'il devienne connu, on a parlé de bière aussi. Il a créé la bière L'Ours Bleu et la Quai Dodo et vous pouvez retrouver tout ça dans cet épisode du Sous-Sol. Merci encore pour toutes les marques de soutien que vous nous témoignez. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aidera à nous améliorer et à recevoir des invités de plus en plus prestigieux. Merci à tous pour votre soutien. Renaud, merci d'être là, merci d'être venu. De rien. Vraiment un plaisir. Par contre, pourquoi est-ce que tu fais ça à 8h du matin? Ah bon. Si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que je devrais savoir de toi pour comprendre qui tu es? Comment cette question compliquée? Déjà, il faut que je réfléchisse. Si je ne te connaissais pas, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Mon âge, non, hein, c'est pas comme ça qu'on se présente. Je ne sais pas. D'ailleurs, comment tu te Mon présentes poids, face aux personnes qui ne te connaissent pas? Souvent mon poids, moi, directement, comme ça. J'évite toutes les méchancetés après. Voilà, je fais 90 kilos et je t'emmerde. C'est souvent comme ça que je dis. Non, voilà, moi, c'est un gars qui aime bien la vie, qui aime bien bouffer, qui aime bien les cartes et qui aime bien ses potes et voilà, qui va vivre fort jusqu'au bout, c'est-à-dire moins loin que les autres parce que trop fort. Tu as toujours été comme ça ou tu l'es devenu avec l'âge? Comment on dit? Avec 90 Qui aime la kilos? vie, qui aime manger, qui va vivre jusqu'au bout. Tu as toujours vécu les choses à fond depuis le début. Ouais. Moi, je suis quand même issu d'une famille nombreuse. Donc, je dis pas, je vais pas jouer mon Calimero parce que j'ai eu une très, très belle enfance. Mais on était 4 enfants. Donc, tu dois te faire ta place, quoi. Tu vois? Et alors, il y en avait un qui était très sérieux, l'autre un peu moins. Et puis moi, j'étais le vilain petit canard puisque les autres ont fait tous des études universitaires. Moi, je l'ai tenté et puis je suis rendu compte à un moment donné que j'allais laisser ça à mes frères. Et à quel moment tu as compris que c'était pas pour toi? Assez vite, hein. Ouais. Assez vite. Non, j'ai fait des humanités assez brillantes et puis après j'ai essayé l'UNIF, mais tu vois, quand tu quittes un cocon familial avec des parents, tu vois, médecins, machin, un peu, tu te dis, putain, il y a quand même autre chose dans la vie, tu vois. Donc j'ai découvert les gadailles, les bonnes femmes, la bière, etc. Donc... première année, échec. Deuxième année, échec. Puis mon père m'a dit, t'arrêtes de faire le con, tu vas ta gueule à l'armée. Là, j'ai eu la bonne idée de me faire dégrader. J'étais le 17e Belge dégradé en place publique. J'étais tout content. Mais ils m'ont envoyé au bout du monde, à Essento. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Donc, c'est la frontière russe, quoi. Donc là, il fait moins 45 degrés. Et alors, comme j'avais demandé une force non armée, parce que je ne supporte pas l'armée et les armes, ils m'ont tapé brancardier de combat. Et donc, j'étais ma gueule dans une ambulance à boire des martinis blancs en attendant que les autres se battent. Et puis voilà. Et alors, il y a des jolies anecdotes. Je sais que à l'armée, je ne sais pas si tu as fait l'armée, je ne m'en vante pas, mais enfin bref. Là, toutes les pommades, c'est le même contenant, tu vois. C'est-à-dire, c'est le même pot de pommade. Il y a juste que c'est mis, tu vois. Ben, ça, c'est du X1, ça, c'est du X2. Mais celui qui n'a pas accès, il ne sait pas. Donc, on avait un stock, bizarrement, de pommades hémorroïdales à l'armée. Donc, tu avais, par exemple, 70 tubes, tu vois, d'anti-moustique et 500 tubes de pommades hémorroïdales. Donc, quelle que soit la douleur que les gens se faisaient, On donnait de la pommade hémorroïdale. On te dit une entorse, j'ai ce qu'il te faut, et hop, un peu de pommade hémorroïdale. Et les gens, 2 jours après, ça va mieux? Ben oui, ça me fait effet. Ben voilà. C'était ça, fait placebo, ouf, tu piqûre de moustique, viens. Pommade hémorroïdale, et enfin, c'était génial, quoi. Et donc, tu reviens de l'armée. Oui. Là, tu annonces à ton père que tu... Non, là, tu reprends des études. Oui, je reprends les études de philologie romane. Et là, le truc m'intéresse, donc ça marche 1 an, 2 ans, et puis après 2 ans, tu vois, moi j'ai déjà 4 ans de plus que les autres, puisque j'ai déjà un peu trébuché en humanité. Donc tu vois, je me retrouve, moi, à 25, 26 ans, avec des mecs qui en font 18. Des bonnes femmes aussi. Là, il y a un intérêt, mais sans vouloir jouer mon... On va pas donner de nom.
Mais on l'a tous. Hein. Donc voilà, Roman, et puis après j'arrête, et là, je commence, tu vois, j'ai fait pendant toutes ces années-là de l'impro en parallèle. Et puis là, j'ai un pote qui me dit, tiens, toi qui as une grande gueule et qui vendrait un passe-montagne sénégalais, est-ce que ça te dit de travailler avec nous chez IBM? Ben, je me dis, pourquoi non? Donc, je vais là, je me présente, je fais un peu l'ABC. Les 2 jours après, on me donne des cartes de visite ingénieur commercial chez IBM. Je me dis, ça, j'en connais un qui va être content. Donc, j'arrive chez mon père, je lui dis, voilà, hop, voilà. Et donc, je fais 4 ans chez IBM. Et puis là, je me dis, je leur rends, tu vois, je ne sais plus les chiffres, mais en francs belges, 1 million de francs belges par mois. Et moi, j'en ai tout de suite, tu vois, 6 000 à 7 000 en poche, quoi. Donc, est-ce que je ne ferais pas ma propre affaire? Et puis là, je monte mon premier resto, où je m'amuse comme un fou, sauf que j'oublie un petit peu de payer l'ONSS et la TVA. Donc, après 3 ans, ils viennent et me disent, on a fait vos comptes. Et là, je dis, bah, écoute, c'est bien ça. De toute façon, je l'ai claqué. Donc, voilà la clé de mon resto. Tu peux partir avec. Et pourquoi un resto? Ah, parce que moi, j'ai toujours aimé la bouffe. Ma maman cuisinait très bien. Il y avait une femme à la maison qui cuisinait très bien. Et puis, j'ai toujours adoré la bouffe. Maintenant, je suis encore fan. J'adore cuisiner. J'adore regarder Top Chef, des machins comme ça. La bouffe est vraiment quelque chose qui fait une grosse partie de ma vie. Et donc, tu fais de l'impro en parallèle. Mm-hmm. Là, les études te conviennent, elles te plaisent, etc. À quel moment tu sens le déclic que tu te dis, bon, finalement, j'ai eu mon affaire, j'ai travaillé chez IBM, je fais de l'impro, mais c'est ça que je veux faire. Mais il n'y a pas, tu vois, je n'ai pas, moi, le côté, tu vois, de ces mecs qui disent, ouais, moi, à 4 ans, je savais déjà que j'allais être comédien. Non, pas du tout. Moi, c'est parce que, tu vois, si j'avais percé, si j'avais pas eu ces problèmes de gestion de mon resto, je serais peut-être toujours patron de mon resto, tu vois. C'est que l'impro, on avait créé Improvisé à l'époque, tu vois. Et il se fait que Philippe Lontin, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, qui travaillait à la Retebeu, avait adoré ce concept, qu'on n'avait rien inventé, tu vois, simplement, au lieu de, comme la Ligue d'impro, où là, les thèmes étaient donnés, nous autres, on avait décidé que c'est le public qui donnait les thèmes. Donc, c'était très riche, on était une bonne équipe. Et là, Lontin nous fait faire une tournée, mais avec des grosses dates, tu vois, Théâtre de la Place, le machin, le Wex, etc. Et petit à petit, avec mon pote Joël Mikils, parce que c'est compliqué de réunir chaque fois 10 personnes, on se dit, on va être que nous 2. Et donc, on a fait le duo d'impro. Là, on est monté à Paris, on était beaucoup joué en Suisse. Et puis de là, on s'est dit un jour, tiens, on s'amuse bien. Moi, je me rendais compte que je faisais rire. J'ai fait mon premier one-man. Tu annonces à ton père que tu arrêtes tout? Il s'en rend compte, il n'y a pas besoin de lui annoncer, il n'est pas con. Il voit bien que je le fais. Et il le prend comment? Pas bien, hein. Tu vois, c'est quand même un métier où, normalement, à l'époque, tu ne pouvais pas être enterré, hein, si tu étais comédien. Tu étais jeté à la fosse commune. Hein. Donc, tu vois, lui, issu d'un milieu assez bourgeois, tu vois, bonne grosse bourgeoisie visétoise, et son fils qui va faire le saltimbanque, ça ne me passait pas. Et puis, petit à petit, il s'y est fait. Il a vu que ça me rendait heureux. Et puis, surtout, après, il a quand même commencé à devenir fan, quoi. Tu vois, collectionner, tu vois, il découpait dans la Meuse, et il y a eu un truc sur toi. Ouais. Donc voilà, tu vois, mais c'est pas, je suis pas un jour arrivé en lui disant, tu sais quoi, j'arrête tout, je vais faire comédien. C'est petit à petit, tu vois, au début, je continuais à faire, tu vois, à m'occuper de mon resto, mais un petit peu moins. Mais ça, tu sais comment ça va. Enfin, moi, je vis ça aussi, t'es patron d'un resto, les gens, ils viennent pour toi. Si tu y vas une fois qu'il n'est pas là, 2 fois qu'il n'est pas là, tu n'y vas plus. Tu vas chez un autre pote. Et donc, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Et voilà, petit à petit, de fil en aiguille. Puis j'ai eu la chance de faire Rochefort, que j'ai gagné. Et là, tu te dis, tiens, ce serait peut-être pas mal. Hein. On t'engage à un truc, puis à un autre. Et t'écris ton premier one-man show sans expérience, en fait. Oui. Facile, avec beaucoup d'expérience d'impro, mais pas d'expérience d'écriture. Non. Donc, tu ne connais pas les codes de l'écriture, tu connais peut-être les ressentis, les ressorts comiques, parce que tu les as vécus sur scène, mais tu n'as pas l'expérience de l'écriture. Non, que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Hein. Voilà, moi je ne sais pas, je sais qu'il y a, tu vois, des docteurs, des script doctors, etc., et des machins qui vont dire, ouais, mais attends, là, il faut un climax là-bas, il faut que... Non, je veux dire, moi, quand j'écris un one-man, je fais ça avec un pote, tu vois, tu te dis, tiens, ok, ça marche, ça fait rire, ça, c'est pas bien, ça, tiens, il faut... Voilà, mais j'ai pas, moi, je n'ai pas les codes de mecs qui auraient fait, tu vois, la SAS ou l'IAD en écriture de spectacle. Et quand tu écris, tu sais ce qui va marcher ou parfois tu as encore des surprises sur scène? Non, c'est-à-dire que il y
il y a pas mal de surprises dans les deux sens, où tu dis vraiment, là, ça a cartonné, et tu te rends compte que ça ne marche pas du tout, et d'autres trucs que tu lâches comme ça, où là, tu as un rire. Donc, tu vois, ça s'affine. C'est ça qui est intéressant dans le spectacle vivant, c'est que tu ne te dis pas, c'est comme ça, tu vois, c'est des verres de 12 pieds, et puis je vais faire ma pièce en alexandrin, et qu'elle plaise ou pas. Ce qui est gai dans le one man, c'est que tu te dis, non, ça c'est bon, ça je l'enlève, et puis tu essayes un truc un soir, tu entends des oh, tu dis extra, je garde, ils sont choqués. Voilà. 300 spectacles d'impro, ça t'a appris quoi? Ça a changé l'homme que t'étais? Et ouais, sans doute, parce que ça apprend l'écoute. C'est uniquement de l'écoute à l'impro. C'est uniquement le fait tu vois, je prenais ça parce qu'on a donné beaucoup de stages avec Joe. Je veux dire, si tu prends deux maçons, tu vois, qui vont créer une histoire, ben, si le premier met une brique et puis que l'autre, il vient et dit, attends, elle n'est pas bien ta brique, je vais mettre la mienne, tu peux faire ça pendant 1 heure, il n'y aura jamais de mur. Alors que si tu dis à l'autre, extra, ta brique, elle est bien mise, regarde, je vais mettre la mienne à côté, et puis ça, je l'accepte. C'est juste une question d'écoute et d'acceptation, tu vois. Si je te dis, capitaine, il y a un grand vent aujourd'hui, et que tu me dis, ben non, on est dans une bagnole, c'est déjà foutu, tu vois. Il suffit que tu me dises, ouais, il y a un cormoran qui vient de me chier dessus. On sait, pour les gens, tu as accepté le fait qu'on soit sur un bateau, qu'on soit dans la mer. Toi, tu me fais part de ta mouette. Je dis, ouais, mais regardez, c'est un mal. Et c'est parti. Et chaque fois que tu me donnes un truc, je l'accepte et je te donne un truc en plus. C'est que ça. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est aussi utile. Pour ne pas dire aux gens, non, non, c'est pas bien ton idée. Bon, le pote dont je te parle, là, il fait après, lui, beaucoup de formations en entreprise. Mais simplement, tu vois, il fait des formations qui sont un peu pompeusement appelées réduction du temps de réunion, mais c'est sur ce principe-là. Vous faites une réunion, si quelqu'un propose quelque chose, personne ne peut dire c'est pas bien. C'est ton idée est bonne. Et on va partir de cette idée-là, puisque c'est toi qui l'as eue. Plutôt que de dire non, non, c'est con ça, on va pas devoir parquer les bagnoles là loin. Ouais, on va les parquer loin, mais tu sais qu'on va mettre un petit tapis qui nous amène jusqu'ici. C'est que ça. Et dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est gai. Et en cuisine, c'est exactement la même chose. Je te parlais de cuisine tantôt, tu vois. Si tu dis, tiens, voilà, je vais essayer de faire un fond, tu vois, tu fais revenir des oignons, machin, un truc. L'autre, il te prend ta casserole extra avec ça, bah, tu sais, quoi, il y a moyen de faire ça, je vais remettre un peu de crème. Et c'est que ça. Et dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça aide d'écouter et d'accepter ce que l'autre propose. Mais c'est ce qu'on apprend au début à tout comédien. Écoute ton partenaire. Et bizarrement, c'est la chose la plus compliquée, la plus difficile, parce que chacun pense à son unique réplique et n'écoute pas du tout ce que l'autre raconte. J'ai eu une fois dans ma vie, mais ça m'avait choqué, une bonne femme qui pourtant a eu des prix, qui est comédienne, que je ne citerai pas pour ne pas que... enfin bref, et qui joue une scène avec moi, je ne sais plus dans quoi c'était, et après 2 scènes, elle me dit, je suis désolé, mais je vais mettre des boules qui aisent parce que je préfère être dans ma bulle. Et tu te dis, mais comment est-ce que tu veux qu'on joue à nous deux si tu veux des boules qui aisent et elle, c'était ça, quoi. Okay. C'était jouer pour elle. D'ailleurs, toi qui es comédien aussi, tu le vois tout de suite. Ceux avec qui tu joues, qui ont fait de l'impro, tu vois des Garcia, tu vois des Jamel, tu vois des mecs comme ça. Ces mecs qui t'écoutent, tu vois, ils essayent de te surprendre, ils jouent bien. C'est Michel Serrault qui disait ça quand il jouait Knock, tu vois. Tu vois ce que c'est à la pièce, il est médecin, est-ce que ça vous gratouille, est-ce que ça vous chatouille? Et bien, il disait, à chaque représentation, je change de place dans la pièce. Comme ça, les gens qui rentrent dans mon bureau, plutôt que de rentrer, tu vois, bonjour docteur, machin, c'est ah merde, il est là. Et là, tu as eu l'attention qui. C'est que ça, surpris quoi. Et tout de suite, tu es plus juste. Exactement. Tu es très juste. Donc, 300 spectacles d'impro. Aujourd'hui, bon, tu as joué dans plus de 50 films. En tout cas, c'est ce que Wikipédia dit. On ne va pas reparcourir Wikipédia. Mais c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est ta motivation? C'est quoi qui te motive encore à écrire de nouveaux spectacles, à aller voir le public, à te remettre en jeu, à prendre autant de risques? Mais j'ai plus l'impression maintenant que ce sont des risques. Tu vois, c'est que j'ai, sans aucune prétention, mais j'ai une mini-notoriété qui fait que les gens ont envie de me voir sans même savoir ce que je vais faire, tu vois. Donc, au début, quand tu n'es pas du tout connu et que tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire, est-ce que les gens... Je ne dis pas que je n'ai pas peur de décevoir, tu vois, mais le côté, je vais écrire un nouveau spectacle, d'abord, c'est parce que je crois que j'ai encore des choses à dire, tu vois. Là, j'ai envie de faire un spectacle à nouveau là, que je vais écrire bientôt qui s'appelle J'ai peur de dire une connerie, sur justement le côté, tu vois, un peu MeToo, un peu on ne peut plus rien dire, on nous tape dessus chaque fois qu'on fait une connerie, etc., etc.
Et tu te dis, moi, c'est quelque chose qui ne me va pas. Tu vois, en tant qu'humoriste, avec un esprit un peu libre, ça m'emmerde que les gens me disent, ah non, tu peux plus. Je veux dire, tu as des chartes maintenant, t'en sais quelque chose. Tu vas sur un lieu de tournage, tu reçois une charte comme ça qui te dit, ouais, mais si quelqu'un dit, je viens de voir la maquilleuse et je me la ferai bien, est-ce que vous le dénoncez? Est-ce que... Mais tu dis, mais attends, putain, où est-ce qu'on est, quoi? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des abus. Et bon, on a des preuves qu'il y a des gros porcs partout. Mais à un moment donné, tu te dis, putain, les gars, on peut aussi vivre, quoi. On peut aussi se laisser aller, pas tout le temps être agressif, mais dire des conneries et faire de l'humour, ça nous sauve aussi. Si tout le monde a la même tête que les mecs qui sont en Ukraine en train de se battre, je dis, putain, quoi, c'est pas ce que je veux vivre, moi, quoi. Et tu as déjà écrit quelque chose et puis tu t'es dit non, non, celle-là, je peux pas. Parce que, bon, tu as des histoires d'humour noir aussi. Est-ce qu'il y a un moment, y a-t-il une limite? Est-ce que parfois tu te dis non, non, là, je vais trop loin, ça, je peux pas? Non. Je ne ferai pas, tu vois, je ne ferai pas certaines... J'inventerai, tout le monde la connaît, des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Si tu te retrouves face, c'est un exemple à la con, hein, mais un public de gens, tu sais qu'il y en a la moitié qui ont perdu un enfant, t'évites de faire des blagues sur les morts d'enfants. Mais maintenant, c'est ça qui est un peu le problème. C'est pour ça qu'un jour, j'ai créé les interdites, tu vois, où, soi-disant, les gens devaient signer une charte comme quoi ils ne m'attaquaient pas en justice et que s'ils venaient voir, c'était de leur propre gré et que ceci et ça. Mais c'était une fausse charte parce qu'ils ne pouvaient pas venir avec des polos Lacoste roses. Celui qui était Dockside devait les enlever. En fait, tu vois, c'était des conneries. Mais c'était pour bien montrer... Tu vois, comme le problème qu'a eu Pirette à une époque, ou bien même Team Seat, les gars, c'est de l'humour, quoi. Tu vois, quand il sort cette blague sur les Mongols, c'est pas pour choquer, c'est pas pour être méchant, c'est de l'humour. Tu vois, si t'attaques un mec qui a des lunettes, t'as aucun problème. Si t'attaques un mec qui est trisomique, t'en as. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans la tête de la personne quand tu fais une blague sur les personnes à mobilité réduite et tu vois une personne en chaise roulante qui rigole, mais qui rigole vraiment? C'est les premiers à rire, oui. Je me souviens d'un truc, moi je fais mon spectacle, je ne sais plus lequel, mais enfin bref, et au premier rang, il y a un aveugle. Je ne vais même pas dire une personne, non, c'est un aveugle, ça s'appelle comme ça, c'est dans le dictionnaire. Et le mec est comme ça, tu vois, avec sa canne blanche, comme ça. Et je me dis, putain, c'est quand même génial que ce gars sorte de chez lui et vienne voir un spectacle. Et donc, je dis à mon régisseur, tu sais quoi, le sketch suivant, je vais le faire et tu éteins tout. Je fais dans le noir, comme ça, tout le monde va avoir la même sensation que lui. Le problème, c'est que 30 secondes après, j'avais une chaise et une table au milieu. Bing, je me prends la table. Et je dis, rallume, tant pis pour l'autre con. Il est venu me trouver après en me disant merci. C'est la plus belle façon d'intégrer ce genre de personnes, c'est de ne pas en faire un cas, tu vois. De dire, oh là là, attention, il y a une personne non-voyante. Non, il y a un aveugle, il fait la démarche de venir voir un spectacle d'humour et il est le premier à rire. Aujourd'hui, bon, je disais, tu as fait 50 films, tu as cette notoriété. Qu'est-ce que ce métier t'a coûté? Qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour en être là où tu en es, si tu as dû sacrifier des choses? Ouais, c'est compliqué, hein, le sacrifice, parce que c'est pas, tu ne le ressens pas comme tel. Tu vois, je me souviens qu'au début, quand je jouais mon premier one-man show là, au Point Virgule à Paris, je jouais en troisième partie, c'est-à-dire que première partie, il y avait Stéphane Guillon, et puis Sophie Forte, et moi, je jouais à 10h30, tu vois, 22h30, et j'habitais une petite chambre de bonne de merde, parce que j'avais pas du tout de sous, au genre 4e étage sans ascenseur, tu vois, où tu vas faire tes courses, et tu te rends compte que tu as oublié le sel, tu te dis, putain, je vais manger non salé. Et là, je reprenais 2 lignes de métro pour aller au Point Virgule, et il m'arrivait d'avoir 3 personnes, tu vois. Et puis, tu te dis, c'est quoi, je ne joue pas. Et la patronne qui était là disait, si, c'est 3 personnes qui ont quitté chez elles, donc tu joues. Et ça, c'était un peu compliqué. C'est un peu le côté pain noir, mais ça t'apprend tellement de choses, tu vois. Ça t'apprend à ne pas, justement, faire des longs silences pour rien, garder le rythme, aller choper les rires, etc. Maintenant, c'est certain que si tu fais des salles de 1000 personnes, c'est plus agréable, mais
Mais là, il y a des moments où, tu vois, je téléphonais avant de descendre. Et il y a du monde. Ah non, ce soir, personne. Et Ça va. où on trouve la force de continuer après quelques soirs comme ça? Ah, je trouve que c'est pas tellement compliqué. Enfin, ça m'a pas paru. Tu vois, quand je vois par exemple les efforts que font certains sportifs ou tu vois des mecs qui finissent médaille d'or comme Teddy Riner, etc. Quand tu vois les heures qu'il a passées, les litres de sueur sur le tatami, ou même des mecs, moi je suis fasciné par le cirque, tu vois, Mhm. des mecs qui te font les trucs au cirque, tu dis mais le nombre de pelles qu'ils ont dû se prendre avant d'arriver à ça, ça va quoi. C'est pas encore trop compliqué ce que je fais. Oui, mais c'est quoi le moteur? Parce que tu te dis, je descends, C'est j'ai 3 l'envie, je crois. personnes, le lendemain, il y en a 2, il n'y a personne qui rigole. Eh ben, il y a à mon avis du respect, tu vois. Il y a, je crois, une grosse partie d'éducation, tu vois, de tes parents qui te disent non, non, tu vois, la voluta, la bicyclette, Ouais. la pédale, tu vois, c'est, t'as voulu, eh ben, tu le fais. Et pas, ah ouais, à la moindre merde, tu dis, ah non, on n'y va plus. Non, c'est du respect pour ton public, pour le machin, et puis c'est de l'envie, parce que si tu te dis après 3 fois qu'il n'y a personne, écoute, tu sais quoi, moi j'arrête. Et quoi, je crois que je n'ai jamais fait un jour de chômage de ma vie. Mhm. Parce que c'est dans, voilà, c'est dans l'éducation, c'est dans les gènes, t'es comme ça, et tu te dis pas, bah ouais, tu sais quoi, moi je vais profiter du système. C'est bon, je me lève plus, j'y vais pas, ils sont 7. Ben non, tu y vas parce que t'as rien d'autre, et que, voilà, on ne t'offre pas ton morceau de poulet, quoi. Et à quel moment tu as senti vraiment qu'il y avait un avant et un après? Tu as senti un revirement? Là, tu te dis, là, je suis dans quelque chose de plus sérieux. Mais c'est-à-dire que je ne me le dis pas encore, tu vois, par rapport à d'autres gens. Tu vois, je vois des potes comme Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, etc., avec qui j'ai joué, qui eux font 15 zéniths. Tu dis, ouais, là, il y a quand même, ils arrivent quand même à un niveau, tu vois. Moi, j'en suis pas du tout là. Je me demande même si c'est là que je veux aller, parce que, tu vois, ces gens-là sont de moins en moins accessibles et sont de plus en plus persuadés qu'ils sont quelqu'un, Ouais. tu vois. Donc, c'est un peu le problème de la notoriété. Mais je crois qu'un des trucs qui m'a fait du bien, c'est d'abord Rochefort, parce qu'après, tu as une espèce de reconnaissance, tu vois, où les gens se disent, ah oui, il a gagné Rochefort, tu vois. C'est pas le gars, il fait rire ses potes dans les cafés, quoi. Et puis, il y a eu Méon qui est venu me chercher et on a fait, tu vois, 2, 3 trucs là sur il y en aura pour tout le Ouais. monde, on ne demande qu'à en rire. Et là, c'est con, mais les gens te voient à la TV, ça, ben, c'est qu'il vaut quelque chose. Alors qu'il y a des merdes, hein. Mais je veux dire, le fait d'être dans le petit écran te donne une certaine, tu vois, une certaine authenticité, une certaine valeur. Ça ne change rien, hein, mais Et chez toi, il y a quelque chose qui change? Quand on te donne cette reconnaissance, toi, tu vas à la télé, est-ce que tu ressens quelque chose changer en toi? moi, je suis toujours un petit peu, encore maintenant, je suis toujours un petit peu, c'est pas du tout, tu vois, le fameux syndrome de je ne mérite pas ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand je vais sur des tournages où il y a du pognon, etc., et que tu as une bonne femme dans ta loge qui est là pour t'enlever ta chemise et te la remettre, je suis toujours mal à l'aise, quoi. Je dis, écoutez, ce matin, vous n'étiez pas là, j'ai mis ma chemise tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de. Tu vois, et je crois que c'est en plus, et j'en suis fier, c'est en plus belge, ça. J'ai vu peu de Belges, moi, qui faisaient mes souliers, Oui, tu mais vois. par contre, moi j'ai vu des Français qui étaient outrés qu'il n'y ait pas cette dame qui les aide à retirer leur chemise et à la Exactement. remettre. Ouais, Alors qu'au final, on sait tous enlever une chemise bien sûr. et l'endosser. C'est bien, et voilà, on est légitime, parce que je veux dire, tu vois les Damiens, tu vois les Poulvour, tu vois Cécile de France, on parlait tantôt de Virginie Efira, c'est des gens qui ont un talent fou et que les Français nous envient, mais il n'y a pas chez eux ce côté, t'as vu qui je suis? Mhm. Enfin, qui es-tu, quoi? Ouais. Et alors oui, ils ont un talent fou. Est-ce que tu penses que le talent suffit pour arriver là où ils en sont? Non, 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 non. Moi, je suis assez d'accord avec Brel qui disait le talent, c'est 10%, et le reste, c'est du boulot, quoi. Tu peux avoir tout le talent que tu veux. Moi, j'en ai rencontré des gens qui avaient plein de talent et qui ne travaillent pas, et puis qui s'écrasent parce que le talent ne suffit pas. Et encore, le talent, c'est quoi? Brel disait ça aussi, c'est la possibilité de saisir sa chance. Tu vois? Moi, par exemple, entre guillemets, un de mes rêves aurait été de rencontrer Serrault, mais
si tu as la chance de le rencontrer, il faut que tu sois prêt. Exactement. Tu vois ? L'opportunité se présente. Exactement. Et pas, putain, il y avait Serrault qui était là, j'avais rien à lui dire. Si tu adores ton métier, si tu aimes bien ce que tu fais, tu vas rencontrer Serrault avec sérénité. Il fait le même métier que toi. Je veux dire, c'est sans comparaison, mais si deux maçons se rencontrent, ils auront des choses à se dire. Tu Tout vois ? à fait. Moi, si je vais rencontrer un banquier, j'ai pas du tout envie. Peut-être que l'homme est magnifique, mais tu vois, je ne me serais pas. Enfin, il t'inspire pas. Voilà, quoi. je ne serais pas préparé à cette rencontre-là. Quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du gars qui compte des billets à longueur de journée ? Mais ouais, peut-être est-il passionné. Ah oui, oui, mais il a effectivement, et c'est ouais. peut-être un magnifique joueur de cartes. Et là, on va trouver un terrain d'entente, tu vois. Ou bien peut-être qu'il adore cuisiner. Mais la chance, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être prêt et saisir ça. Et tu vois comment les gens disent, putain, j'ai croisé un tel, j'ai pas osé aller lui dire bonjour. Qu'est-ce que ça change, tu vois ? Tu vas dire bonjour à ce gars-là. S'il n'est pas trop prétentieux et qu'il est de bonne humeur, ça peut très très bien se passer. Et sa réaction est souvent une conséquence aussi de la manière Ouais. dont tu l'abordes. Ouais, moi, Et le moment, il y a des moments où tu ne dois juste pas aller aborder les gens. Moi, j'en vois sur des plateaux de tournage, l'acteur principal est en pleine concentration et tu as les figurants qui vont lui demander une photo. C'était peut-être pas le bon moment. Ouais. Oui, et là, alors tu te fais traiter de prétentieux. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais plus qui me disait ça. Putain, j'ai rencontré Rutten. Je dis, c'est Ahmed Boudrouz qui nous disait ça l'autre jour. Ouais, j'ai rencontré Renaud, tu es casse-couille. Et Ahmed lui dit, t'as fait quoi ? Rien, j'étais lui demander une blague. Et il dit, tu t'étonnes, il t'envoie péter. Enfin, je veux dire, il y a des gens... Est-ce que parce que tu es comique, conteur de blagues, raconteur de blagues, saltimbanque, artiste, tout ce qu'on veut, dans la vie, les gens s'attendent à ce que tu fasses toujours rire? Ah bah oui, forcément. Mais parce que c'est un métier. Maintenant, si, c'est reconnu. Mais c'est un métier où les gens croient que tu n'as pas de formation. Tu vois, moi, j'ai quand même fait 6 ans d'art dramatique, déclamation, diction, etc. Plus des stages, plus des machins. Tu ne le dis jamais, ça. Les gens n'ont pas besoin de le savoir. Mais les gens, c'est ouais, t'arrêtes, ça va. C'est facile. Allez. Et donc, en plus de la non-reconnaissance du travail qu'il y a derrière, les gens se disent, qu'est-ce que ça peut te faire de faire ça, tu vois ? Mais comme on disait l'autre jour, si tu vas trouver une pute et que tu dis, tiens, t'as pas 2 minutes, fais-moi un peu vite une pipe. Ça te coûte quoi? C'est ton métier. Ben ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu ouvres ta bouche et c'est bon. Mais non, ouais. Non, ouais. Et comment tu fais pour rester sérieux, justement, pour être sérieux alors que tout le monde, peut-être dans la pièce, s'attend à ce que tu racontes des blagues? Est-ce qu'on arrive à te prendre au sérieux? Oui. Ben, 9 fois sur 10, tu parlais du cinéma, en France, ils ne savent pas que je suis humoriste. Tu vois, donc moi, si tu vois les rôles que j'ai faits, à part là, le dernier, là, les Cadors que je viens de faire avec Ferrari, j'ai jamais eu des rôles dans des films comiques, tu vois. C'est toujours des gros commissaires de police ou des grosses crapules qui maquent sur des gars. Et voilà, donc les gens, ils ne se disent pas... Ouais, on va le prendre dans une comédie, tu vois. C'est grâce à Arnaud. C'est ton choix de faire ce type de rôle en France ou... Ah ben non. Non. Si, moi, je ne choisis pas les rôles que je fais. Pas encore. Pas encore. Al Pacino, il peut dire, moi, j'aurais bien tourné là-dedans. Moi, c'est... tu vois, on m'appelle et déjà 5 fois sur 10, on te dit non, ça ne va pas être toi. Et quand c'est toi, tu ne dis pas, ouais, mais est-ce qu'on ne sait pas réécrire le scénario pour que ça soit drôle? Non, hein, imbécile, c'est un polar. Bon, après, 5 fois sur 10, c'est un bon ratio. Hein. C'est bien. Oui. Non, mais je veux dire, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu un mec, tout brave Bill, c'est une série qui s'appelle Hôtel de France, et j'avais un joli rôle là-dedans, j'étais le patron de l'hôtel, etc. Et le mec avait changé le scénario à cause de mon accent. Tu vois, il t'emmerde parfois à cause de ton accent, et ils disent non, on va l'appeler le Belge. Et tu te dis, mais plutôt que de dire non, je ne veux pas travailler avec lui, il a un accent, ce qui arrive encore souvent, oui. On me l'a encore dit l'autre jour. Alors que tu te dis, attends, excuse-moi, mais Damien, il a un accent, Poulvourde, il a un accent, Fernandel, il avait un accent. Qu'est-ce que ça peut foutre, quoi? Tu rencontres des gens dans la vie, ils ont un accent. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous parler comme ça? C'est un pied de faire. Et donc voilà, c'est la première fois où on dit non, change le scénario, mets le Belge. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Bien. Et comment on fait quand on a une notoriété en Belgique et qu'on veut percer en France? Je crois qu'il faut sucer.
Voilà. énormément. Non, non, non. Non, non, c'est... Alors, c'est par... moi, j'ai un agent déjà, tu vois, qui donc, si elle n'était pas là, je ne saurais pas ce qui s'y passe. Tu vois, c'est elle qui est au courant. Oui. Tiens, il y a ça qui se tourne. Tiens, il y a peut-être un rôle là-dedans pour vous, etc. Il y en a quelques-uns en Belgique, hein, Michael Beer, Oui, des gens tout à comme fait. ça qui sont très, très sympas. Mais sinon, à part tu vois, comme on parlait tantôt, tu vois, des Bruno Solo, des gens qui te disent, là, il se peut que je tourne en novembre, c'est pas encore fait, mais avec José Garcia, tu vois, avec qui j'ai déjà tourné, qui est un pote, et qui pense à te mettre dedans, en disant, à fait. tiens, viens un Oui. petit peu. Sinon, si t'as pas d'agent, c'est compliqué. Ou alors, comme certains le font, et je les félicite, et c'est d'aller là-bas, tu vois, tu te prends un petit cote, et puis tu vas faire tous les castings, et toi-même, tu regardes, tu commences par de la figuration, et puis tu fais ça. Mais sinon, voilà, moi, j'ai pas 1000 propositions par jour. Tu vois, je suis Poulvord, lui, il a des scénars comme ça, il lit les 3 premières pages, puis il jette, quoi. C'est quoi la claque que tu as prise qui t'a le plus appris? Je crois que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, là, au point virgule. Quand on te dit, tiens, il y a 3 personnes, tu te dis, je ne vais pas venir. Si, si, tu vas venir. Et là, tu te dis... Et après, tu vois différemment le métier. Tu vois, parce que tu te dis, ben oui. Et quand la bonne femme, après avoir parlé un quart d'heure, tu te dis, il y a 3 personnes qui étaient très bien chez elles et qui ont pris leur bagnole, qui ont cherché une place de parking et qui ont dit, on va aller voir ce gars-là. Et toi, tu vas dire, non, non, je ne joue pas pour eux. Et c'est ce genre de choses, tu vois. Et c'est vrai que c'est bête phrase, tu vois, l'échec, si ça ne te tue pas, Ouais. ça te rend plus fort. Je crois que les échecs te font plus avancer que les réussites. Mais là, tu joues devant 3 personnes. Tu le prends par un échec? Non. Oui. Oui, quand même. Si, parce que c'est au point de vue égaux. Tu vois, quand le mec d'avant, bon, c'était Stéphane Guillon, tu vois, et puis Sophie Forte, qui à l'époque était dans Froufrou, là, tu vois, Oui. qui au fond des salles combles, et tu vois sortir le public de ces gens-là, et puis toi, t'as 3 qui rentrent. Pour ton ego, c'est quand même pas très Oui, mais agréable. quelle est ta responsabilité? Ah ben, le fait de ne pas être assez connu, le fait de ne Ah. pas... Oui, mais c'est un tout, parce que si tu n'es pas connu, c'est parce que tu n'as pas encore fait grand-chose, c'est parce que tu n'as pas un agent ou tu n'as pas un impresario qui a mis des affiches sur les Tout à colonnes fait. Maurice. Tu vois, donc c'est un tout. C'est le jour où quand tu rentres dans ton petit appartement, tu te dis, mais est-ce que je ne serais quand même pas un peu une merde, moi? Et ça t'apprend, puisque le lendemain, tu te réveilles en te disant, ben non, finalement, ils n'ont rien compris. Non, non, mais tu vois, moi, j'ai jamais eu ce côté. Il y a des gens hein, qui sont des génies dans leur cave, tu vois, qui disent le public ne m'a pas compris. Mais non, imbécile. On est dans une cave, hein, ici. Oui, non, 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 mais tu vois ce que je dis, c'est comme la Mais non, chanson mais c'est vrai, d'Aznavour, mais oui, quoi. mais après, d'un autre côté, il y a énormément de peintres aussi, ils sont reconnus après leur mort. Bien sûr. Et donc leur génie est reconnu après leur mort. Est-ce qu'eux, de leur vivant, se disaient génie ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Mais non. je trouve que c'est déjà très compliqué de s'auto-déclarer génie. C'est déjà un problème, je trouve. Hein. C'est un peu un problème d'ego, c'est un problème Et d'ego. ouais, quand tu C'est dis- quoi la place justement de l'ego dans ce métier? Elle est énorme. Elle est énorme, hein. Ce n'est que de l'ego et de l'orgueil. Et toi, tu penses qu'on doit en avoir réellement? Je crois que si tu n'en as pas, pour faire ce métier-là, c'est compliqué, tu vois. Parce que si rien ne te touche et que tu n'as pas d'ego et que tu dis, oh, ben, je m'en fous qu'ils aiment bien ou pas, tu vois, tu vas pas essayer de les faire rire ou de les émouvoir. Tu vas écrire n'importe quoi en te disant, bah, ouais, de toute façon, si tu n'aimes pas, j'ai rien à branler. Et tu vois, l'ego, c'est les gens m'aiment bien, quoi. Et pour que les gens t'aiment bien, il faut que tu fasses de la qualité. Sinon, tu continues à faire de la merde toute ta vie et tu t'en fous des gens. Donc, je crois qu'il en faut de l'ego. Il faut bien le placer, tu vois. C'est comme Ouais. on disait tantôt. Il ne faut pas se dire, je suis quelqu'un et tout le monde a le droit de me respecter et on me tire les pompes. Ça n'a rien à voir. Ça devient de la prétention. Mais l'ego, je crois qu'il en faut. Et il y a une rencontre qui a changé le cours de ton histoire. Tu te dis, ah oui, là, j'ai rencontré cette personne, elle m'a donné sa confiance ou autre chose, mais vraiment, ça a changé le cours de mon histoire et de ma carrière. J'ai pas comme ça un mentor, tu vois, ou un gars, ou si, à part la mère de mes gosses, ou tu vois, la femme que j'ai épousée il y a peu de temps,
qui sont des gens qui sont plus importants dans ma vie que... oui, il y a des gens pour qui, tu vois, j'ai énormément de respect. Tu vois, je suis fan de Ventura, je suis fan de Serrault, mais j'ai adoré rencontrer Lanvin. Un mec comme Garcia m'a beaucoup appris, mais... Mais voilà, tu vois, j'ai pas l'impression, tu vois, comme par exemple un danseur qui aurait rencontré, tu vois, Nureyev ou Béjart, qui disent, putain, sans lui, je ne serais rien. C'est peut-être prétentieux de ma part de dire ça, mais je n'ai pas la sensation. Si, le gars dont je parlais tantôt, avec qui j'ai fait le duo d'impro, tu vois, Joël Mikils, qui lui, par rapport à ce que j'étais avant de le rencontrer, m'a appris que c'est en écoutant qu'on parle le mieux, tu vois, plutôt que tout le temps papoter et ne pas écouter, et l'impro aussi. Mais c'est une façon de vivre plus qu'une personne en particulier. Tu parlais de la famille, de l'importance de la famille. Oui. Qu'est-ce que tu peux regretter aujourd'hui par rapport à la famille en faisant ce métier? Quel regret tu aurais par rapport à la famille à cause du métier? Je crois qu'au début, maintenant ça va beaucoup mieux parce que je n'en suis pas ma première épouse, mais au début c'est l'insécurité. L'insécurité que procure ce métier par rapport aux gens qui t'aiment, tu vois. C'est de ne pas pouvoir te dire, voilà, extra, fin du mois, c'est génial, il y aura ça qui va tomber. Tu ne sais pas. C'est chaque fois des petites choses en plus. Tiens, extra, il y a ça, tiens, je fais ça. Et maintenant, entre guillemets, ça va un petit peu mieux parce que c'est plus sécurisant, parce que je sais qu'il y a un agenda qui commence à se remplir et où je sais que là, il y a ça. Mais au début, c'est vraiment l'insécurité financière, l'insécurité... Tu vois, quand je dis on jouait beaucoup en Suisse, on partait avec Joe du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, tu vois. Ma première fille est née, j'étais en spectacle en Suisse, tu vois. Et donc ça, c'est pas gai pour la personne avec qui tu vis, le conjoint... qui est tout le temps en train de se dire merde. Et puis si ces gens-là t'aiment, ils n'ont pas envie non plus que tu rates. Ouais, donc ils mettent de l'espoir en toi et ils se disent putain, c'est vrai qu'il est drôle, c'est vrai qu'il est génial, mais pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas? Donc voilà, c'est causer de la frustration et de l'insécurité. Et tu penses que tes enfants ont ressenti ça, cette absence? Non, ils sont trop cons. Non, ils sont beaux. C'est deux débiles. Là, j'ai deux débiles. Oui, non, mais c'est-à-dire que mes deux filles sont très fières, mais sont encore en train de sans arrêt me corriger, tu vois, en disant, tiens, ça, ma fille m'a dit l'autre jour, tiens, ça, ton spectacle est interdit, il faut que tu arrêtes, parce que ça devient dangereux, parce que maintenant, les gens ils vont sortir leur portable, ils vont prendre un extrait où tu es vraiment trop vulgaire si c'est sorti de son contexte, et tu vas avoir des problèmes. Donc, tu vois, elles sont encore attentives à ce que je fais, ce que je devrais faire. Tu vois, elle me dit, t'es beaucoup trop peu sur les réseaux sociaux. Regarde tous les gens qui réussissent. Ça m'emmerde, les réseaux sociaux m'emmerdent. Mais c'est vrai qu'en 2026, si tu n'y es pas du tout, c'est compliqué, tu vois. On dit souvent que le meilleur n'est pas spécialement le meilleur, mais c'est le plus vu. Voilà, c'est ça. Et il y a la perception du meilleur. Et exactement. Certainement. Et donc, tu vois, c'est pour ça que, voilà, elles sont maintenant, je parlais d'insécurité, c'est plus le cas. Mais il y a quand même un œil attentif. Tiens, ne fais pas ça. Tiens, si tu vas là, tu vois, on va quand même chez le coiffeur et enlève ton pantalon kaki et tes bottes, c'est bien quand tu fais le jardin. Et toi, tu les écoutes? Ben oui. Mais oui, parce qu'on ne se voit pas. Non. Enfin, moi, je me regarde très peu, tu vois. Moi, je m'en fous. J'irai bien ici, tu vois, quand je fais de la moto, j'ai mes bottes de moto, mon casque, etc. Elle me dit, tu vas quand même pas aller en motard là-bas. Je dis, pourquoi pas? Parce que je te dis que non. Et on peut vivre de l'humour en Belgique? À ton niveau, oui. 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 Il n'y a pas que moi. Hein. Je veux dire, moi, Maintenant, le souci qu'on a, c'est que, à part peut-être un gars comme Jérôme Noirzé, mais vivre de l'humour, si tu veux vraiment bien en vivre, les gens, ils s'expatrient. Tu vois, tu prends des Alex Vizorek, tu prends Guillermo Guise, tu prends des gens comme ça, ils vont sur des radios françaises, ils vont... C'est un peu triste, parce qu'en Belgique, on n'a pas les chaînes n'ont pas les moyens. Tu prends toutes les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, c'est pas des gens qui disent « Putain, t'as vraiment un talent, on va te donner cette émission-là, on va donner les moyens de la faire. »
C'est, tiens, tu sais venir faire un plateau de blagues et voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, mais c'est bon pour toi. Mais non, c'est pas bon pour Non, moi, c'est les pas gars, bon. c'est bon pour vous. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte, tu vois. Et en France, ils ont plus ce côté, si vous venez, ça va être un plus pour nous. Ici, en Belgique, c'est plus, hey, on t'offre la possibilité de. Mais après, j'ai l'impression, on parlait d'un Alex Viesorek, mais j'ai l'impression que à partir du moment où tu as réussi en France, alors là, tu commences à être reconnu en Belgique. Il y a un peu de ça. C'est sûr qu'il y a un peu de ça. Mais enfin, quand tu vois qu'on confie la soirée des Molières à Alex Vizorek en France, c'est quand même génial, quoi. Tu Ouais. vois, Ouais. c'est pas, il y en a assez, hein, pourtant, des humoristes français fait. qui pourraient le faire, et c'est lui qui le fait, et très brillamment en plus. Mais voilà, tu vois, quand tu dis il y a moyen d'en vivre, oui, il y a moyen d'en vivre, mais comme, alors, tu vois, honnêtement, mais sans être. Mais si tu veux un petit peu avoir une belle baraque et rouler dans une voiture qui va vite, il faut quand même, à mon avis, un peu t'exporter, quoi. Ouais. Et tu parlais d'Alex Vizorek au Molière. Toi, tu as été nominé au Magritte, si je ne Ouais. m'abuse. Tu vis comment ce moment-là? C'est gay, hein? C'est gay, mais c'est l'autre fils de pute qui, qui, qui a eu le prix. Non, en plus, je l'aime beaucoup. C'est Laurent Capelluto. Fils de- non, non, J'ai mais connu Laurent Capelluto parce qu'il jouait beaucoup avec Tony D'Antonio. ouais, Tu connais Tony, oui, qui mais est décédé, ouais, avec qui j'avais travaillé beaucoup aussi. d'accord. Voilà. Mais Laurent, je le respecte énormément. J'ai tourné dans la série euh, Zone Blanche avec lui. Oui, 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 oui. Et c'est vraiment un gars, on a eu des fous rires. J'aime beaucoup ce mec-là. Et l'année où j'étais nominé pour le second rôle, il l'était aussi. C'est lui qui a eu le prix, c'est pas gay. Mais en tout cas, c'est valorisant d'être là. Maintenant, j'imagine, comme les Césars, c'est immensément long et casse-couille et fastidieux. Et tu te dis, mais putain, il y a moyen de dire ça en 3 mots, vous en faites 40, quoi. C'est un peu trop pompeux pour moi. C'est le genre de truc que je n'aime pas. Tu vois, moi, à part la fois où j'ai été nominé et la fois où j'ai dû aller remettre un prix, je n'y vais jamais. Parce La fois où tu es nominé, tu le sais longtemps à l'avance? Comment ça se passe? Non, pas trop. Non. J'ai reçu un courrier, je crois, 2 semaines avant. Ok. Tu vois, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y en a parfois qui ne sont pas là. Ouais. C'est parce qu'il faut Ouais, que c'est- les gens aient vu tous les films et puis qu'ils votent et machin et truc. Donc, 15 jours avant, tu reçois un petit courrier, tiens, voilà, machin truc, des Magritte, est-ce que vous pouvez être là parce que vous êtes nominé? C'est sympa. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé parce que tu vois, quand je vois des Coluches qui ne vont pas chercher leur prix ou des gens qui se crachent un petit peu dessus, tu t'écoutes, tu fais quand même ce métier par besoin de reconnaissance. Le jour où on te reconnaît, c'est un peu facile d'aller dire non, non, ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Mhm. Tout à fait. Maintenant, le fait de ne pas l'avoir eu ne m'a pas du tout contrarié ni vexé. Tu vois, je ne suis pas rentré chez moi, j'arrête. Non, voilà. Et il y a parfois des trucs que tu tournes en disant, tiens, ça, c'est peut-être pas impossible que. Et Ouais, puis et finalement, il n'y a puis, rien qui se ouais, passe. tout à fait. Je ne sais pas si tu avais vu les Gentils. Non, je ne l'ai pas Non, vu. tu On en a vois, parlé, mais je l'ai voilà, pas vu. c'est un film très sympa fait par les frères Ringer. Et eux espéraient vraiment pouvoir aller au Maghreb, choper quelque chose. Et tu vois, ils sont plus déçus que nous parce que eux, ils ont cet objectif de Ouais. reconnaissance absolue du métier. Et voilà, quand j'ai tourné aussi dans Viens, je t'emmène de Guéraudy, tu vois, qui avait eu une Palme à Cannes 2 ans avant. Lui aussi, il espérait vraiment que ce film-là. Et alors, ils ont des déceptions parce que, mais moi, comme je ne projette rien, je ne me dis Ouais, pas, putain, ça, là, Oui, il y a là, c'est beaucoup un Magritte. d'attentes et donc évidemment la déception Bah est ouais. plus grande. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à la discipline? Est-ce que ce métier te demande une discipline particulière? Si, il y a quand même un peu une discipline de vie. Tu peux pas faire n'importe quoi. Bah déjà, tu le sais, quand tu es engagé sur n'importe quel film, bah tu peux plus faire de moto, tu peux plus faire de ski, tu peux plus faire de. Ça, c'est une chose. J'ai pas, enfin, ça va mieux, mais j'ai pas une discipline, tu vois, alimentaire comme on pourrait le croire, tu vois, où je suis à la fibre et Au flocon d'avoine. au flocon d'avoine et au riz complet. J'adore cuisiner, donc moi je suis plus maïté que D'accord. vegan. Mais par contre, c'est vrai que tu as quand même une espèce de discipline où j'en ai plein des potes qui étaient bourrés de talent et qui
à cause de la bibine, tu vois, de la coke, de la machin, finalement, on ne les engage plus parce que tu dis, ben non, ça va être compliqué de travailler avec lui, tu vois. Donc là, il y a une espèce de discipline. Si moi, par exemple, je m'impose une sieste quand quand je joue le soir, tu vois. Avant de monter sur scène. Oui, tu vois, genre de 3 à 4, tu vois, te poser, te laisser retomber le machin pour être... voilà, et sinon, ouais, sinon, par exemple, je ne bois jamais avant de jouer, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, je ne vais pas les citer, mais une Véronique Sanson, par exemple, buvait une bouteille de Chivas avant un concert. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire ça, quoi. Tu vois, il y a des gens qui se disent, mais souvent, tu vois ça chez les amateurs, attends, et je bois un petit verre hein, parce que je vais monter sur scène. Je ne leur jette pas la pierre, mais je veux dire, c'est un truc où moi, je ne... Et je sais que les gens avec qui je travaille, avec qui j'aime bien travailler, ils ont cette discipline-là. Tu dis non, on boira ce qu'on veut après, mais là, tu vois, tu as besoin quand même d'être dans toute ta conscience. Et... Donc voilà, c'est les seules choses que je m'impose. Maintenant, je ne m'interdis pas grand-chose, si ce n'est ça, tu vois, si ce n'est... Et je crois que c'est une forme de respect par rapport aux gens qui, comme je le disais tantôt, sortent de chez eux, trouvent une place de parking, tu vois, affrontent la pluie ou machin, et viennent te voir. C'est pas pour voir un gars bourré, je veux rien dire, mais il y a des gens qui ont le même prénom que moi. Quoi? J'ai rien dit. Et dans l'écriture, tu te mets une certaine discipline. Est-ce que tu as besoin d'un contexte particulier pour écrire un spectacle ou bien c'est les situations de tous les jours que tu notes et que tu remets sur papier plus tard? Comment ça se passe? Non, je ne note pas grand-chose. Je sais qu'il y a des tas de gens qui font ça, tu vois, qui ont tout le temps un petit dictaphone, machin. Moi, j'ai pas ça. J'ai la chance d'avoir encore, à mon âge, une très bonne mémoire, tu vois. Donc, il y a des trucs que tu photographies ou que tu enregistres. L'autre jour, par exemple, c'est un truc qui m'a marqué. Euh, je fume assez sérieusement. Et donc, quand je suis au resto, tu vois, après l'entrée ou un machin comme ça, je sors pour fumer une petite sèche et je me retrouve sur un puits de fenêtre ou un petit machin, tu vois, devant le resto, pour fumer ma petite sèche. Et il y a un gars d'un certain âge à côté de moi. Et pour les circonstances, il venait d'y avoir une espèce de mini canicule, tu vois. C'était en mai, tu vois, quelques beaux jours. Et puis là, les seins de glace, et tu perds 20 degrés, il fait dégueulasse. Et de quoi parler avec ce gars, hein, il ne me connaît absolument pas, je ne le connais pas. Donc, et je lui dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 jours, il faisait 30 degrés. Et le gars, je le vois encore avec sa cigarette roulée, tu vois, collée ici, tu vois, qui tient. Jaune. Voilà, et il me sort cette phrase magnifique, il me dit, tu sais ce que c'est ça? C'est le bon Dieu qui devient vieux. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et tu vois, ce genre de choses, je me dis ça, je vais le caler un jour dans un spectacle, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de le noter. Et je ne me suis jamais mis, moi, à une table, tu vois, avec genre Amélie Nothomb, tu vois, qui s'oblige tous les matins de 5h à 9h à écrire. Moi, je n'ai pas ça, je ne travaille pas comme ça. Je travaille avec quelqu'un, souvent. Je crois que j'ai jamais écrit tout seul. Soit c'était Joël Mikil sur le premier, et maintenant c'est Clément Rivière. Et donc, c'est surtout sur base d'impro. Tu vois, on a une idée, je sais vers où je veux aller. Tu vois, comme je le disais tantôt, le côté politiquement correct maintenant qui me fatigue un peu. Et donc, voilà. Et c'est lui qui souvent me bride parce que moi, j'aurais tendance à aller trop loin, tu vois, dans la provoque. Il me dit, ouais, ça c'est bien. Si je sais, tu vois, si je chope un truc où lui commence à rire, je me dis, OK, c'est vers là qu'il faut aller. Mais moi, tout seul devant une feuille, je n'y arrive pas. OK. Et donc, c'est souvent du ping-pong. Et ce côté provoque, humour noir, tu l'as choisi à un moment, tu t'es dit, je veux aller par là ou... Non, je crois que je l'ai, ça. Je crois que je l'ai... je l'ai, à mon avis, peut-être au départ. Ça se cultive, hein, ça. C'est un état d'esprit dans lequel il faut être, tu vois. Le fait de tout le temps tout critiquer, même si c'est pas vrai, je ne le pense pas, mais je trouve que, moi, un gars qui me fait énormément rire, c'est De Funès, tu vois. La mauvaise foi crasse et le truc où il n'y a jamais rien qui est bien, ça me fait rire. Et je sais que mon père, mais sous forme de l'humour, avait ça aussi. J'ai un exemple qui est assez sympa. Il était à l'époque au Rotary, tu vois,
Mais ça l'ennuyait parce qu'il y avait un protocole, machin, un truc. Et lui, avec son métier, il ne savait pas y aller. Donc, de temps en temps, il est reçu un jour par le président du Rotary de Visé et son épouse qui était un peu comme chef. Et elle fait tout ce qu'il faut pour que ça soit bon. Et visiblement, ça ne l'était pas. Et donc, à la fin du repas, elle lui dit, docteur, un petit café. Et lui fait, merci madame, je n'en prends quand j'ai bien mangé. Donc, tu vois, cet humour-là, moi, j'adore ça. Ça me fait hurler de rire. Le mec qui dit, non, je t'en prends quand j'ai bien mangé. C'est génial, tu vois, parce que tu attaques, mais sous forme d'humour. Et j'imagine que le 90 fois sur 100, c'est une défense, quoi, tu vois. C'est quand tu n'es pas bien dans ta peau, tu es un peu mal à l'aise ou que tu n'es pas en sécurité. Tu te protèges. Voilà. Ouais, tu te protèges. Mais voilà, tu vois, je ne suis pas comme ça dans l'intimité. Mais voilà, tu vois, sur les tournages, j'aime bien jouer celui... tu vois, par exemple, tu me parlais tantôt des Français qui disent comment ça se fait qu'il n'y a pas d'habilleuse. Eux, ils le pensent, tu vois. Oui. Moi, quand j'arrive et je dis où est-ce qu'elles sont mes 3 habilleuses, c'est de l'humour. Voilà. Et il faut faire très gaffe parce que maintenant, les gens ne le prennent plus pour de l'humour. Non. Tu vois, tu ne sais plus plaisanter et les gens, c'est chaque fois bon, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça Je parlais l'autre jour avec Bouli Lanners qui me disait je n'ai plus envie de faire du cinéma, tu vois, à cause de ces chartes, etc. Et il me dit la dernière fois que j'ai fait un film, mon agent m'a dit, parce que souvent, enfin, tu sais, quand tu as 3-4 jours de tournage, tu es logé, tu vois, pour pas faire les allers-retours. Et son agent lui avait dit, si tu es dans ta chambre d'hôtel, si on frappe à ta porte, tu vois, première chose que tu fais, tu prends ton GSM, tu l'allumes et tu filmes. Oh là là. Tu vois, pour ne pas qu'il t'arrive un truc du genre, je rentre, comment vas-tu, etc. Et je sors, j'arrache un morceau de ma chemise, je cours en disant, il m'a violé. Après, c'est une parole contre une autre. Et comme tu sais qu'il va toujours rester quelque chose, il me dit, mais c'est épuisant. C'est épuisant d'avoir cette espèce de d'épée de Damoclès où si tu as le malheur de dire, putain, elle est bonne, hein, la petite qui maquille, tout de suite, c'est, putain, c'est un pervers. Oui, tout à fait. Et justement, toi, avec cette notoriété, bon, nous, public, on voit tous les bons côtés de la notoriété. Il y a des côtés qui t'ennuient, qui te dérangent, et que peut-être nous, public, on n'a pas conscience. Par rapport à moi, sûrement. Sûrement que moi, je vexe, mais sans le vouloir. Il est certain que j'ai déjà vexé des gens sans m'en rendre compte, tu vois, ou j'ai déjà, sous le couvert de l'humour, blessé quelqu'un. Et j'en suis toujours le premier désolé, parce que c'est pas le but. Tu vois, je fais jamais ça de façon enfermante. Moi, c'est 9 fois sur 10, c'est pour faire rire. Maintenant, moi, j'ai rencontré des tout gros connards qui sont sur des tournages. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que cette personne est tellement désagréable avec tout le monde? Pourquoi est-ce que elle gueule pour rien? Je ne vais pas citer de nom, mais je me souviens d'un comédien connu qui était sur un tournage avec moi, et on était une trentaine. Enfin, tu vois, tu as tous les techniciens, les machins, réalisateurs, 2-3 figurants, et on est dans une forêt, tu vois, et il y a une espèce de grand terre-plein, là où il y a pas, où on tourne, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Et à un moment donné, il se met à pleuvoir. Et donc, c'est OK, on coupe, puisque les premières scènes ont été faites pas sous la pluie, donc c'est par accord. Et le mec prend son téléphone, tu vois, et il est suivi par une petite, tu vois, avec le parapluie sur lui et elle, en train de se faire tremper. Et il marche en gueulant, tu vois. Ouais, il appelle son agent, tu vois. C'est pas possible, on m'a jamais traité comme ça, mais c'est de la merde, etc. Je quitte, enfin, après, ça prend, mais 5 minutes, il gueule, et en plus, comme ça résonne, c'est... Bon, alors, il n'y a plus de pluie, on tourne. Et à ce moment-là, je te jure, c'est vrai, il y a un technicien qui vient me trouver, il fait, tu sais qu'il n'y a pas de réseau ici. Oh. Donc le mec, c'est que de l'esbrouf, quoi. Et il balance toute sa haine pour qu'il y ait, juste parce que ça l'emmerde d'attendre. Incroyable. Et t'en as des gens comme ça, et tu te dis, c'est des gens pour qui tu as une admiration, parce que c'est des gens connus, etc. Et quand tu les vois... Et puis ça tout s'écroule, c'est le château de cartes. Mais tu n'es qu'une merde, en fait. Et tu ressens, on parle de tournage de gens connus, tu ressens encore un stress ou cette montée d'adrénaline avant de monter sur scène ou sur un tournage? Oui. D'abord, ça dépend... ça dépend de qui tu tournes, tu vois. Là, j'ai fait récemment 2 jours de tournage dans un machin, je sais pas quand ça va sortir, qui s'appelle La vie de Baudelaire, tu vois. C'est Ariel Dombal qui réalisait.
Et là, tu as une petite appréhension, tu vois, parce que tu te dis, tiens, c'est Ariel Dombal, c'est quand même quelqu'un, tu vois, machin. Et là, justement, à contrario, tu rencontres une femme adorable, qui est gentille comme tout, qui t'écoute, qui est passionnée par le métier de comédien. Et ça, c'est gai. Mais tu as, en y allant, tu vois, en mettant ton costume, tu te dis, j'espère qu'elle va pas être trop, soit exigeante, soit difficile, soit qu'elle ne t'écoute pas. Et tu vois, il y a des metteurs en scène comme ça qui sont obnubilés par la lumière, par le machin, par l'image, et qui s'en foutent de ton jeu de comédien. Tout à fait, tu vois. tout à fait. Ça, c'est un peu frustrant. Comme comédien, tu vois, moi, je préfère quelqu'un qui dise non, on s'en fout de la lumière, j'aimerais bien voir jouer les acteurs. Ça, c'est gai, évidemment. En tant qu'acteur, j'imagine que le gars qui est à la lumière, il doit être aussi un peu vexé ou un petit peu, tu vois, en demande s'il va mettre une petite lampe là-bas parce que lui, il sait que... Et que l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta lampe, on s'en fout. Comme comédien, tu as envie qu'il s'en foute de la lampe, qu'il soit sur toi. Tout le monde a envie qu'on soit sur soi. Donc, tu vois, tu parlais de l'ego tantôt. C'est vrai que si toi, tu joues ta scène et que le gars il dit « Ouais, ça va, elle est bien ». Il y a une jolie anecdote de John Wayne qui tourne avec John Ford, tu vois, dans un des westerns, je ne sais plus lequel, mais enfin bref. Et donc, John Wayne fait sa scène une fois, deux fois. John Ford lui dit « Ok, ça va, elle est bien, parfait ». John Wayne dit « Écoute, moi, je ne suis pas content de ce que j'ai fait, est-ce qu'on peut la refaire ?» Non, elle est bien, elle est bien. Ils insistent, tu vois. John Wayne dit, moi, j'aimerais vraiment bien qu'on la refasse. Ça va, ok, on va la refaire. Tu vois, c'est encore l'époque des bobines. Ouais. Et donc, John Ford dit, ok, ce moteur, ça tourne, ok, action. Il refait sa scène. Et John Ford ouvre la caisse, prend la bande et dit, tiens, là, voilà ta prise. Oh là là. Il donne la bande. Imagine un peu le... Donc voilà, tu vois, on a parfois effectivement des claques comme ça où tu te dis, ouais, mais il faut parfois faire confiance, tu vois. Le mec, souvent, les réalisateurs, ils font ce qui... J'ai tourné avec Bruno Belvaux, tu vois, dans Le Choix des armes. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Le mec était à la virgule près. Tu vois, c'est vraiment... Niveau texte. Au niveau texte, tu vois. C'est de moins en moins facile. Si tu joues à un classique, oui. Voilà, Ariel Dombal, par exemple, tu vois, tu joues Baudelaire, procureur, machin, tu vas pas commencer à déconner. Mais là, c'était Le Choix des armes qui se passe à l'époque, tu vois, c'était l'affaire... comment il s'appelait, Amers, ou je ne sais plus, tu vois. Et lui était vraiment, tu vois, genre, je ne sais plus exactement, mais la réplique, tu vois, au lieu de dire bonjour messieurs, tu vois, je rentre et je fais salut les gars, il fait top, top, top. C'est ça ton texte? Je dis ouais ou non, c'est pas ça. C'est bonjour messieurs, c'est pas salut les gars, ça va? Je dis ça va Bruno, c'est la même chose. Non. Le jour où tu voudras écrire un film, tu écris le tien. Ça, c'est le mien, tu dis ce que j'ai écrit. Ok. Ça te met en confiance, là. Mais oui, mais non, mais tu te dis, d'un côté, il a raison, et d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi un peu trop d'orgueil de sa part? Tu vois ce que je veux dire? C'est gay aussi, les réals qui t'écoutent un petit peu et qui disent, ouais, vas-y. Moi, j'essaye souvent maintenant, quand c'est des trucs, est-ce que, quand le gars a ce qu'il veut, tu vois, dire... On essaye un autre Ouais, truc on qui peut en sort faire du une, cadre, voilà. On peut en faire une pour moi. Tout à fait. Et le problème, c'est que s'il aime bien, après, il faut en refaire 3 de... Et toi, comme c'était improvisé... Voilà. Et t'as aucune envie de réaliser? Non, je crois que j'en suis incapable. Enfin, je ne me sens pas les épaules pour... je vois la somme de travail que c'est de réaliser, parce qu'on se dit, ouais, le gars, il fait, ok, ça va, tu as un chef-op, tu as des éclairagistes, tu as des machins, tu as des trucs, tu dis, ok, tu es en place, ok, moteur, action, on va couper. Non, hein, tu le boulot qu'il y a derrière, les machins. Puis en plus, là, c'est ça qui me fait pas peur, mais c'est ça où je me sens pas capable, c'est la gestion humaine, tu vois. Les gens où tu te dis... Ça, c'est plus dur. Hein. C'est tout le job de manager, c'est hallucinant. Tu vois, les mecs qui tiens, pourquoi est-ce que celui-là est là? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tu vois, comme disait Poulvord quand il parle de la bagnole qui est dans le champ. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est une gestion humaine et tout le temps devoir dire, écoute, putain, c'est pas ça qu'on avait dit. Et puis le repas, il est prévu à 1h30. Ouais, mais j'ai encore envie de faire 2 plans, donc on le mettra à 3h. Mais la cantine gueule parce que, tu vois, et tout ça, c'est... Et si le film n'est pas bon, on va pas aller trouver le gars qui a fait à manger. Hein. Non, mais après, d'un autre côté, tu es entrepreneur aussi. Donc, tu as peut-être aussi cette gestion humaine, gestion de projet. C'est juste que c'est pas dans le domaine du cinéma. Oui, et puis surtout, je sais pas, les gens ne vont pas juger ni voir mon travail. Non. Tu vois, c'est compliqué. Moi, quand les gens ils me disent, attends,
Tu viens raconter une blague et tu prends X dizaines d'euros. Et je dis, oui, mais moi, quand je sors de scène, tu peux venir me dire, je n'aime pas ce que tu fais. Tu vas trouver ton banquier, tu vas pas pouvoir lui dire. Ou tu vas pas lui dire, putain, j'aime pas ce que tu fais. Ça m'emmerde, c'est chiant, la façon dont tu dis bonjour, la façon dont tu me parles, j'aime pas. Moi, tu peux venir me le dire. À la fin de mon spectacle, tu peux venir me dire, je n'aime pas. Il y a peu de métiers dans lesquels on peut faire ça. Aller juger quelqu'un d'autre, tu vas chez ton boucher, à part lui dire, ta viande est avariée, tu lui dis pas, putain, mais j'aime pas comme tu es. Tu l'as déjà vécu, ça, qu'on te Oui. dise en fin de spectacle, j'aime pas ce que tu fais, ou je ne me suis pas amusé. Bien sûr. Ouais. Ah ben encore bien. Que tu n'as pas une espèce d'unanimité imbécile de gens qui sont fans pour rien, tu vois. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise, ah, ça, ce passage-là, j'ai trouvé ça un peu moins bon. Ah bon tu vois, tu te dis, tiens, c'est pas utile de rallier, mais je veux dire... Non, mais si toi c'est qui as fait- constructif, c'est utile. Bien Voilà, sûr. si c'est constructif. Mais les ouais, gens, c'est- ils peuvent se le permettre, ils ont le droit de faire ça, et les gens ont le droit de se lever et de s'en aller parce qu'ils ne t'aiment pas. Je veux dire, si tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres métiers où tu es en train de parler avec ton banquier et puis tu dis, tu me casses les couilles, toi. Et hop, tu t'en vas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, ça a un prix. Indépendamment de l'expérience, indépendamment du fait qu'il faut un minimum de talent pour raconter une blague, le mec, il peut venir te dire, me fais pas rire, moi, tes conneries. Et il y en a, hein, tu prends tous les lâches qui sont sur les réseaux sociaux et qui foutent, Rutten, c'est vraiment un gros connard, il est vulgaire, il me fait pas rire. T'as le droit de le faire. Ouais, c'est ton choix. Bien c'est ton sûr. choix. Et Et comment, parce qu'on dit Rutten, c'est un gros vulgaire, ça me fait penser à Bigard. Comment elle est née, cette collaboration avec Bigard? Alors, moi j'étais à l'époque très très fan de lui, tu vois, Ouais. mais plus de ses sketchs, parce que sans aucune prétention, je trouve que je raconte beaucoup mieux les blagues que lui. Mais moi je suis fan, tu vois, de ses premiers sketchs, tu veux faire un tennis, Ouais. etc. Enfin, tout ça, les chauves-souris, tout ce que tu veux. Et donc un jour, on ne se connaît pas du tout, il vient jouer à Oui, tu vois, et je l'apprends, je sais où il va manger, je me dis, tiens, j'aimerais bien rencontrer ce gars-là. Et je vais le trouver en fin de repas, je sais pas qui m'ignore, mais il me dit, ouais, t'es qui, machin, ben, je lui explique, voilà. Tu connais pas? Il ne me connaît pas du tout. Jusqu'à ce que je lui dise, bah si, voilà, je raconte un peu des blagues, machin, il me dit, ah bon, je dis, oui, l'ours bleu. Il me dit, attends, putain, c'est toi l'ours bleu? Je dis, oui, pourquoi? Mais c'est une de mes blagues préférées. Et donc, tu vois, cette blague que j'ai racontée hein, il y a des années hein, à la bande de contact, où j'ai, je crois, 3,5 millions de Ouais, j'ai vues, regardé hier 3,8 millions. 3,8 millions. c'est hallucinant. Mais ça, c'est un truc que tu ne choisis pas. Ça se passe comme ça, c'est comme la Kédodo. Ouais. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça m'est tombé dessus maintenant, tu vois? Et donc, le Bigard a vu cette blague. Et là, il me dit, mais putain, on ferait pas un truc à nous deux. Tu vois, pour moi, c'est génial. Et donc, on fait cette collaboration, on fait quelques spectacles, hein, pas mal. Il a la gentillesse de m'inviter chez Drucker, tu vois, sur le fameux divan rouge, etc., ouais. etc. Et puis, le problème, c'est ce qu'on disait tantôt, la bibine, quoi, tu vois. Et à un moment donné, on continue à tourner, on va tourner en France, etc. Et là, je me rends compte que le pauvre, il est affiné, quoi. Et donc, comme il est sous, bah, il devient désagréable, il devient chiant. Quand on est sur scène, tu vois, si j'ai le malheur de mettre, entre guillemets, la blague qu'on avait prévue en 3e position, je la mets en 4 parce que je le sens mieux. Ouais, qu'est-ce que tu m'as foutu, putain, tu fous le spectacle en l'air. Mais je dis, Jean-Marie, ça ne change rien. Ouais, si, tu te rends pas compte, moi, il me fout toute ma tête. Ouais, tu vois, donc c'est... Et là, j'ai dit, écoute, non, je suis désolé, mais moi, j'ai 60 balais, je vais pas me faire engueuler par un mec qui en a 70. Et voilà, je ne fais pas ce métier-là pour me faire engueuler, tu vois. Mais évidemment. Et il l'a très très mal pris, tu vois, il est revenu à la charge plusieurs fois, parce que c'est vrai qu'on faisait des belles salles et sur scène, ça marchait. Mais à un moment donné, tu dis non, quand tu as 25 ans, tu vois que tu te fais engueuler par un de tes pères en disant j'ai à apprendre, oui, mais sans aucune prétention, le mec qui va me dire, tu sais, je vais t'apprendre à raconter une blague, c'est intérêt à me faire rire. Et il y en a encore, hein, il y a des gens, mais dans la rue, tu vois, qui viennent par moment me trouver. Bon, 9 fois sur 10, je raconte ça dans mon spectacle. Ah ouais. Les gens, ils viennent, ils me disent, j'ai une blague. Je dis, si je la connais, tu me payes à boire. Et souvent, je bois gratuitement. Mais par moment, j'ai des mecs qui sont magnifiques, qui me racontent des histoires que je ne connais pas. Et en plus, qui la racontent bien. Donc, je suis le premier friand de ça. Toi, tu les retiens toutes tes blagues Voilà. Mais tu sais, moi, j'ai
J'ai réfléchi à ça parce que quelqu'un me dit un jour en sortant du spectacle, c'est le plus laid compliment qu'on puisse te faire. À part les lumières étaient belles, c'est mais comment est-ce que tu fais pour retenir tout ça? Mais je me dis, mais tout le monde fait ça. Tu vois, un cuisinier dans sa cuisine, s'il a besoin d'une béchamel pour aller avec un truc, il va Il pas va voir pas dans un lire, ben bouquin, non. putain merde, comment est-ce qu'on fait la béchamel? Tu vois, mon père qui était chirurgien, il n'allait pas voir dans ses bouquins comment on opérait. Mais nous, c'est la même chose. Moi, elles sont toutes là. Et puis, il suffit d'ouvrir les tiroirs et ça revient. Mais n'importe qui, hein, un mécanicien, il ne va pas aller revoir Mais ce non. qu'est un moteur avant de Ça travailler. fait. Mais les gens, pour eux, ils ont une espèce d'admiration vis-à-vis de la performance de la mémoire. Or, ça fait partie de mon métier, tout à tu fait. vois. Quelqu'un qui dessine Lucky Luke, il ne va pas se dire, putain, comment est-ce que je faisais encore? Tu vois, tu l'as, ça. Et l'ours bleu qui est dodo, comment ça devient de bière? Alors ça, c'est bizarre. J'avais envie de faire du vin. Oui. Parce que j'avais rencontré, j'ai tourné avec Laurent Gérard, qui fait un délicieux, c'est un Chablis ou un Pouilly ou un Sancerre, enfin c'est un très très bon vin blanc qu'il fait lui-même. J'ai rencontré Pierre Richard qui fait son vin, tu vois, j'avais goûté les vins de Pardieu, j'aime beaucoup les vins, donc je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Et j'ai un gars qui vient me trouver, parce que j'adore la côte rôtie, tu vois, qui vient me trouver en disant, tiens, j'ai une petite côte rôtie, est-ce que tu mettrais pas ton nom dessus? Ça germe. Et puis, j'ai des potes que je ne sais pas si tu connais Vivardon, Esprimont, Oui, tu vois. oui, oui, oui. Ils sont vraiment des potes avec qui je travaille pas mal. Et je me dis, je vais aller les trouver et qu'on sorte, tu vois, parce qu'eux, ils ont en plus Ouais, ils ont fait tout un nouveau. voilà, quelques vignobles en France. Et donc, l'idée suit son cours. Et puis, tu vois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Et puis, à un moment donné, le gars me dit, putain, je suis emmerdé parce que j'ai Alec Mention qui vient de venir me trouver et il veut sortir le C'est l'amour. Tu vois. Et il est déjà un peu plus loin que toi. Mais je dis, écoute, c'est pas grave, hein, laisse tomber l'histoire du vin. Moi, c'était pour me faire plaisir, pour rire, s'il veut le faire. Et donc, je laisse tomber. Et puis, c'est Angelo qui, à un moment, me dit, ben, ton histoire de vin, c'est dommage, mais il y a peu de mecs qui font de la bière. Pourquoi tu fais pas ça? Je lui dis, ben oui, pourquoi pas. Maintenant, forcément, hein, les deux noms de bière, Oui, ça c'était. je ne sais pas chercher longtemps. Mais voilà, on est allé trouver un petit gars là, à Nu, qui a une petite brasserie artisanale, tu vois, qui fait de très bons produits. Et puis on a essayé ensemble, tiens, goûte un peu ça. Moi, je ne suis pas en plus fan de bière. Tu vois, je bois beaucoup plus de vin que de bière. L'amertume m'ennuie un peu. Donc, le but était de casser un peu l'amertume de cette bière. Tu vois, donc on a rajouté un peu d'agrumes dans une, un peu de café et de caramel dans l'autre pour arriver à un truc qui moi, me goûtait bien. Et Ça a l'air de plaire. et voilà. Et en plus, les gens la trouvent bonne. Ouais. Tu vois. Donc, je m'amuse bien à faire ça. Je rencontre plein de gens. Et tu vois, ce soir encore, on va là au Chèvremont goûter le mec qui fait des moules Avec la bière, avec ta bière. dodo. L'autre jour, on a été au Vaudrey. Le mec avait fait des boulets à l'ours bleu. Et c'est vrai que c'est des bières avec lesquelles tu peux très bien cuisiner. Ouais. Top, top. Renaud, merci. Ben, merci à toi. Si tout s'arrêtait, tout s'arrêtait maintenant, on oublie le saltimbanque, on oublie l'artiste, on oublie le comédien, tout s'arrête, tu voudrais qu'on retienne quoi de toi? Un bon père, un bon mari et un bon vivant. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour le temps. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Santé au sous-santé.